Comment le monde ouvrier réagit-il face, aux difficultés qui sont les siennes? Comment s'organisent les travailleurs au XIXe siècle pour essayer d'améliorer leurs conditions et de peser, face, aux patrons qui, décident des salaires, qui décident du temps de travail, qui décident des conditions dans lesquelles on travaille? Alors, l'exemple des grèves, au Creusot, est assez parlant. On va voir les actions, pourquoi cette action est menée, quelles sont les revendications de ces, travailleurs et quels ont été les résultats. Donc nous sommes en 1899 au Creusot, donc un grand centre industriel français, maintenant on le connaît bien, dans les usines Schneider. Alors quelles sont les actions menées? Eh bien, on voit 3 choses. Déjà, les ouvriers arrêtent de travailler. L'outil, utilisé, par ces, travailleurs, tout au long du 19e et jusqu'à nos jours, les travailleurs, quand ils veulent faire pression sur leur employeur, eh bien, ils les privent de leur travail. Alors attention, quand on fait grève, on n'est pas payé pendant ce temps-là, mais c'est une façon de bloquer le système et de mettre en difficulté, celui avec lequel on veut, instituer un rapport de force. Donc, la grève, c'est une action, c'est un rapport de force dirigé contre l'employeur. Ensuite, ils vont constituer des syndicats. Alors les syndicats, vous avez lu la définition, ce sont des associations de travailleurs. Et ces associations, elles ont pour but justement d'améliorer et de garantir que les conditions de travail, les conditions d'existence des travailleurs seront les meilleures possibles. Enfin, donc on arrête le travail, on fait la grève, on se syndique, on rentre dans une organisation. Troisième point, on défile. Et ce défilé, eh bien, c'est une façon de montrer sa force, de montrer qu'on est nombreux, de peser. Alors, c'est pas une action en soi, opérante, mais c'est vraiment une démonstration d'unité. Ça permet de se sentir pas seul, hein, pour, ces, travailleurs, dans ce rapport de force qui est toujours un peu difficile, hein. Le patron est tout puissant, l'ouvrier tout seul, il pèse pas beaucoup. Par contre, quand c'est tous les ouvriers ou un grand nombre, bien là, évidemment, on pèse beaucoup plus. Hem, Continuons. Alors, pourquoi est-ce que ces ouvriers se sont mis en grève? Il faut savoir qu'au Creusot, il n'y avait pas eu de grande grève depuis 1870, donc 30 ans auparavant, qui avaient été des grèves pour des augmentations de salaire. Alors pourquoi est-ce qu'ils font grève? Eh bien parce que les cadences se sont accélérées. Il y a eu un changement, la dynastie d'industriels qui dirige, les usines du Creusot, donc les Schneider, voit arriver un nouveau dirigeant, Eugène Schneider, Eugène II, deuxième du nom, et il veut, vraiment accélérer le rythme de travail. Les conditions de travail se détériorent donc pour les ouvriers et ils vont manifester contre cela. Alors leurs revendications nous montrent qu'il y avait aussi d'autres raisons d'être mécontents. Ils demandent la reconnaissance du syndicat. Donc leur organisation, eh bien, n'est pas acceptée par le patron ne veut pas discuter avec. Or, eh bien, il aurait dû, parce que depuis, 1884, eh bien, la liberté syndicale est, affirmée en France. C'est un droit qui a été, gagné, alors avec d'autres droits, hein, le droit de grève en 1864, 20 ans auparavant, mais qui n'était pas toujours, vraiment reconnu. Un ouvrier syndiqué, donc membre d'un syndicat, pouvait, se faire renvoyer, par exemple, pour cette raison-là. Donc là, on veut vraiment affirmer, que ce syndicat, c'est l'interlocuteur du patron et qui doit être reconnu. La liberté de conscience, ici, si les ouvriers demandent la liberté de conscience, c'est peut-être parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de s'exprimer librement, de penser ce qu'ils veulent, dans le cadre de leur, travail. Et puis enfin, suppression de la police occulte. Alors ici, voyons peut-être une surveillance, exercée au sein de l'usine, au sein du lieu de travail. Et cette surveillance, qui n'est pas une vraie police, hein, en fait, est insupportable et ils demandent, finalement, ce qu'on respecte leurs droits d'individu. C'est aussi une demande de dignité. Donc on voit que les revendications, les réclamations des ouvriers ont été larges. Pour quel résultat? Eh bien, Eugène Schneider va céder aux revendications et le défilé qu'on voit ici, en fait, c'est un défilé de victoire. On est dans les rues du Creusot pour, manifester dignement, dans le calme, avec les drapeaux français. Plutôt, on voit les gens habillés, pas en tenue d'ouvrier, hein, on est bien habillé, on va dignement montrer et manifester sa satisfaction et montrer sa force.
Donc, il y a une action au XIXe siècle menée par le monde du travail, par les ouvriers, par les travailleurs, pour essayer d'améliorer leurs conditions. Cette lutte, ce combat des travailleurs pour leurs conditions de travail, on le retrouve dans ce tableau. Dans ce tableau, vous voyez un grand défilé qui a lieu dans le nord de la France. Le tableau exprime la difficulté des temps de façon un petit peu imagée, à travers ce ciel nuageux qui se confond avec les panaches de fumée des usines, au paysage qui est au fond. On y voit un très grand défilé, et les personnages qu'on voit au premier plan nous montrent que toutes les générations sont concernées, les travailleurs les plus anciens, les plus expérimentés, comme les plus jeunes. Les familles sont présentes, les femmes, les enfants sont là, et vous voyez ce drapeau rouge hissé, ça devient un symbole important, un signe reconnaissable de l'action ouvrière, le drapeau rouge qui représente tout simplement, au départ, le sang versé dans les luttes, parce que ces luttes ont parfois été violentes. Alors un exemple, une grève en 1908, on est à Draveil-Vigneux, pardon. Il y a des sablières là-bas, donc on y exploite, ce sont des carrières que l'on exploite. Ce sable est utilisé après dans les travaux qui sont réalisés à ce moment-là à Paris, notamment pour la construction du métro parisien. Et vous voyez ici des ouvriers, le 30 juillet 1908, en train de se rendre à une manifestation. Alors pourquoi cette photographie est prise, pourquoi elle est même devenue une petite carte postale? Bah, parce que cette journée va être une journée dramatique. Si vous regardez le titre, il y a marqué «Journée sanglante du 30 juillet». On y voit donc les ouvriers, bien habillés, en train d'arriver sur le lieu de réunion d'une grande manifestation. À ce moment-là, ça fait quasiment 3 mois, mois de mai, mois de juin et tout le mois de juillet, que les ouvriers de ces sablières sont en grève. Ils demandent de meilleures conditions. Il faut savoir que leurs entreprises fonctionnent bien à ce moment-là. Et bah, les autorités font appel aux forces de l'ordre. Vous avez ici des gendarmes ou peut-être même bien des militaires qui appartiennent au groupe des dragons. C'est de la cavalerie, hein, en fait, la cavalerie militaire. Donc on utilise les forces de police, de gendarmerie parfois, et de l'armée pour réprimer ou contrôler ces grèves, briser les grèves, les arrêter. Et cette journée du 30 juillet va voir 4 ouvriers perdre la vie, des dizaines d'autres être blessés dans des affrontements entre l'armée et les ouvriers qui manifestaient. Donc c'est un temps assez difficile et c'est un temps où un mouvement ouvrier s'organise. Donc on va noter le résumé maintenant. Donc les ouvriers luttent pour améliorer leurs conditions, ça je pense que vous l'avez compris, par la grève, les manifestations. Il faut noter qu'elles ont été souvent réprimées, ça n'a pas été facile, même si par la suite leur droit de grève a été reconnu, comme leur droit de manifester, et en formant des syndicats. Ça c'est un des mots importants aujourd'hui pour notre petit exposé. Cette affiche est une affiche de la CGT, Confédération Générale du Travail, le grand syndicat français fondé en 1895 et qui existe encore aujourd'hui. Ce syndicat réunit de nombreux syndicats dans une association générale, une confédération, et va mener des luttes pour améliorer donc les conditions de vie des ouvriers. Vous le voyez ici, des grandes revendications, les 8 heures. Les ouvriers demandaient 8 heures de travail par jour, pas plus, 8 heures de repos, sommeil, hein, et 8 heures pour vaquer à ses occupations après. Ces 3-8 sont acquises au début du XXe siècle, mais dans cette affiche de 1919, eh bien, on voit que la CGT invite à être très attentive à l'application de cette loi, puisque d'un côté, les ouvriers retiennent cette aiguille que les patrons, représentés ici, voudraient bien encore tirer et finalement ne pas appliquer réellement le principe de ces 8 heures. Alors, à retenir, tout simplement, hein, de cette affiche, un point, c'est que ben, l'action des syndicats, elle va permettre, au cours du temps, au XIXe siècle, eh bien, que des lois soient votées et que la condition du monde ouvrier s'améliore. Alors voici une liste de ces lois sociales qui ont été votées en Europe. 3 pays sont étudiés dans cette liste qui est dans votre livre, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Alors, pour la France, regardons en violet, interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans en 1841, on l'avait déjà cité.
Le droit de grève en 1864, la reconnaissance des syndicats en 1884, donc on reconnaît des droits collectifs aux travailleurs pour s'organiser, pour se défendre. Le jour de repos par semaine en 1906. Autre exemple, en Allemagne, des assurances maladie, des assurances accidents, en 1884. On commence de prendre en compte la dangerosité du travail, sa difficulté et le fait que, ben, il y a besoin de pension pour venir en aide aux, travailleurs accidentés ou aux travailleurs plus âgés. Je reviens aussi sur ce jour de repos par semaine, ça veut dire qu'avant 1906, ben, dans certains, secteurs économiques, on pouvait travailler 7 jours sur 7. C'était donc un temps assez difficile. Donc il y a eu des améliorations grâce à l'action des syndicats. Donc voilà ce qu'on peut noter. Les États accordent des lois sociales, c'est-à-dire qui améliorent les conditions de vie, donc droit de grève, liberté syndicale, la baisse du temps de travail, quelques assurances sociales pour la maladie, pour la vieillesse. J'aurais pu rajouter aussi une réglementation sur le travail des enfants. Alors, deux dernières remarques pour finir. Ça montre, d'une part que, le libéralisme de la bourgeoisie, dominante, hein, celle qui détient, les entreprises, les grandes entreprises industrielles, eh bien ce libéralisme n'a pas été strictement, appliqué, on a réussi à faire voter des lois, qui amélioraient les conditions contre l'idée, qu'il ne fallait surtout pas intervenir et faire dysfonctionner l'économie et la loi du marché. Eh bien, on a voté des lois sociales malgré tout au XIXe siècle. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à des conditions correctes et acceptables, hein. On n'en est pas à la situation d'aujourd'hui encore au début du XXe siècle. Et puis, dernière remarque, toutes ces luttes, elles vont avoir une journée qui va leur être dédiée dans le calendrier, c'est partout dans le monde au même moment, le 1er mai. Le 1er mai, on vous dit que c'est la fête du travail. Alors moi je préférais qu'on dise, pour être fidèle à l'idée de la lutte ouvrière, la lutte pour les droits des ouvriers, c'est la fête des travailleurs. Chaque 1er mai, quand il y a ce qu'on appelle la fête du travail, en fait, eh bien, c'est une journée accordée aux travailleurs et dont ils vont profiter notamment pour organiser des manifestations et faire valoir leurs revendications.